Combien de fois avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était bloquée, comme si chaque pas était vain, malgré tous vos efforts? À la racine de ce blocage se trouvent presque toujours 3 ennemis: la confusion mentale, les distractions sans fin et l'absence d'une direction claire. La paix et le succès que vous recherchez ne sont pas une récompense lointaine. Ils naissent ici et maintenant, dans le simple acte d'organiser votre esprit et votre quotidien. Les stoïciens le savaient. Le chaos que nous voyons dans le monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de la tempête que nous portons à l'intérieur. Un esprit agité construit une vie désordonnée. Et dans ce labyrinthe, vous perdez votre énergie, votre courage et même la joie de vivre. Mais lorsque vous décidez d'organiser réellement votre vie, le fardeau disparaît et à sa place surgit une force renouvelée. Chaque petite décision devient une brique solide dans la construction de la confiance, du but et des réussites. Comme le disait Épictète, avant d'agir, définis qui tu veux être. C'est la carte qui transforme une idée en destin. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble cette carte. 10 pratiques stoïciennes, des outils affûtés de discipline et de clarté qui vont blinder votre esprit contre l'apathie et trancher une fois pour toutes la paralysie qui vous retient. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'agir ». Cette déclaration est le premier pas vers votre transformation. Et avant de commencer, je vous demande seulement 2 choses. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Pratique 1. Concentre-toi sur l'action. La question épique d'Épictète résonne encore aujourd'hui. Combien de temps vas-tu encore attendre pour exiger le meilleur de toi-même? Dans ses méditations, Marc Aurèle réfléchit à quelque chose de puissant. Il dit « Nous savons ce qui est bon pour nous maintenant, mais nous choisissons de remettre à plus tard. Nous nous disons « Je le ferai après » ou « Je le ferai quand les choses se calmeront, quand tout sera revenu à la normale, quand mon esprit sera plus tranquille, quand le temps sera meilleur. » Voilà le grand mensonge que nous inventons pour justifier la procrastination. Procrastiner est une habitude que, comme le disait Sénèque, tous les insensés partagent. Ils vivent toujours en se préparant, en repoussant, en inventant des excuses et en décalant pour plus tard. Mais ce n'est pas ainsi qu'agissent les personnes fortes mentalement. Un stoïcien n'attend pas le moment parfait, il commence à agir. Il rassemble la force, la volonté et la discipline pour affronter ce qui doit être fait, et il le fait immédiatement. Il ne laisse pas pour plus tard, ni pour demain. Le meilleur moment pour commencer quelque chose était hier, ou selon le sujet, le meilleur moment était il y a des années. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pense à cela de manière concrète, comme par exemple publier des vidéos sur YouTube en partageant tes compétences. Aujourd'hui, il existe déjà des milliers de personnes célèbres qui enseignent le crochet, qui cuisinent à la maison, qui cousent, qui réparent des objets chez eux, et une infinité d'autres sujets. Elles ne sont pas plus intelligentes, ou peut-être pas plus douées, mais elles ont commencé il y a des années. Et, comme on dit, qui arrive le premier, boit une eau plus pure. Cela signifie que nous devons agir pour parvenir à conquérir ce que nous désirons. Il n'existe pas d'autre temps que le présent. Tout succès dans ta vie est le fruit de choix faits auparavant, et toute procrastination est l'opposé de cela. C'est comme si tu disais « Je vais attendre pour investir dans mon avenir » ou « Je serai le meilleur de moi-même demain ». Mais peux-tu vraiment te permettre ce luxe? Si tu veux de bons résultats demain, le mois prochain ou l'année prochaine, tu dois commencer à faire les dépôts maintenant. Demande-toi, quelles actions repousses-tu qui pourraient changer ta vie? Ne dis pas que tu le feras plus tard, fais-le maintenant. Sénèque nous avertit que les insensés se préparent toujours à commencer, mais ne commencent jamais. Réfléchis. Et si, au lieu de dire « je le ferai plus tard », tu commençais simplement maintenant? Ne vaudrait-il pas mieux arrêter d'attendre et faire le premier pas? L'avenir que tu veux dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Demain, tu ne feras que récolter les conséquences de cela. Pratique 2. Ayez une concentration inébranlable. S'il existe une seule compétence capable de transformer votre vie, c'est celle de savoir se concentrer. Dans un monde plein de distractions, où votre attention est disputée à chaque seconde, se focaliser est devenu rare et justement pour cela, précieux. Celui qui domine la concentration possède un avantage gigantesque. Il parvient à construire, à avancer et à vivre pleinement le présent. Celui qui ne la maîtrise pas
se sent comme quelqu'un qui essaie de remplir un seau percé. Malgré tous ses efforts, tout s'échappe. Marc Aurèle affrontait déjà ce dilemme. Même dans un monde sans Internet ni téléphone portable, il comprenait que l'esprit humain cherche toujours à fuir le présent. Son conseil était direct. Concentre-toi à chaque minute comme un Romain, avec précision, sérieux et justice. Voilà l'essence du focus, un acte de volonté, non de chance. Mais l'ennemi ne se trouve pas seulement à l'extérieur, dans le bruit de la rue, dans les notifications du téléphone, dans le chaos qui nous entoure. Il est à l'intérieur. Ce sont les inquiétudes qui reviennent, les sentiments qui pèsent, les pensées qui n'arrêtent pas de frapper à la porte. Ce bruit intérieur est encore plus traître, car il nous vole la paix sans faire de bruit. Sénèque le savait bien. Vivant dans une maison bruyante à Rome, entouré des sons incessants de la ville, il écrivit à un ami qu'il avait appris à endurcir ses nerfs contre les distractions extérieures. Il disait « Je force mon esprit à se concentrer et j'évite qu'il se détourne vers les choses extérieures. Tout l'environnement peut être bruyant et chaotique, mais tant que mon esprit reste tranquille, il n'existe pas de véritable perturbation. Voilà le niveau d'autocontrôle que nous devons entraîner. Et ce n'est pas un don naturel. C'est de la discipline, de la pratique, de la patience. La méditation, l'écriture quotidienne, la réflexion silencieuse et même le fait de se couper volontairement des distractions sont comme des poids de salle de sport pour l'esprit. Sans concentration, nous vivons à la surface. Avec la concentration, nous plongeons en profondeur. Sans concentration, nous sommes emportés par le vent, mais avec la concentration, nous devenons la racine qui soutient. C'est pourquoi voici votre défi. Durant les 7 prochains jours, choisissez une tâche simple par jour et accordez-lui toute votre attention. Cela peut être écrire pendant 15 minutes, sans regarder le téléphone, prendre un repas sans distraction, ou parler avec quelqu'un en le regardant dans les yeux sans l'interrompre. Essayez d'être entier, sans vous diviser. Comme l'a écrit Sénèque, « Aucun bruit ne t'atteint et aucune parole ne t'arrache à ton centre. » Voilà l'état qui transforme votre vie, et je veux que vous marquiez cet engagement dès maintenant, en écrivant dans les commentaires « Aujourd'hui, je me concentre ». Parce que ce geste symbolique est le premier entraînement pour ce qui peut tout changer, la capacité d'être présent vraiment, là où votre vie a lieu. Pratique 3. Défie tes limites. Si nous comparons notre vie d'aujourd'hui à celle d'un roi du XVIe siècle, nous allons constater quelque chose de surprenant. Nous vivons avec plus de confort qu'il n'en aurait jamais rêvé. Nous avons de l'eau chaude, des médicaments, de la nourriture en abondance, du confort dans chaque recoin. Mais ce confort a un prix silencieux. Il nous berce, il nous ramollit, il nous fait croire que la vie doit toujours être facile. Et quand la difficulté apparaît, car elle apparaît toujours, nous sommes trop fragiles pour résister. Les stoïciens le savaient déjà. Dans un monde avec beaucoup moins de ressources, ils défendaient l'importance de s'imposer des défis volontaires, d'affronter des inconforts choisis. Car tout comme le corps a besoin d'entraînement pour gagner en force, l'esprit a aussi besoin d'être endurci pour rester ferme face aux tempêtes. Pense à cela. Un muscle qui n'est jamais utilisé s'atrophie. Il en va de même pour ton courage, ta discipline, ta résilience. Si tu ne te mets jamais à l'épreuve, tu restes petit. C'est pour cette raison que nous devons chercher des défis volontairement. Que ce soit affronter le froid sans se plaindre, éteindre son téléphone pendant une journée, s'entraîner jusqu'à transpirer vraiment, se lever plus tôt que la paresse ne le permet. Pas pour l'inconfort en lui-même, mais parce qu'en le traversant, tu découvres que tu peux bien plus que tu ne l'imagines. Voilà donc un défi concret. Pendant les 7 prochains jours, choisis une petite difficulté par jour, physique ou émotionnelle, et affronte-la de face. Cela peut être prendre une douche froide, un café sans sucre, jeûner un repas, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Mais cela peut aussi être demander pardon, être honnête dans une conversation, supporter le silence sans se distraire. Ce qui compte, c'est entraîner ton esprit à ne pas fuir l'inconfort. C'est dans cette pratique que tu construis une vraie force. Parce que, comme l'a dit Theodore Roosevelt, la vie de confort n'est pas celle qu'il faut souhaiter. Ce qui compte, c'est la vie d'effort, de lutte, de risque et de triomphe. Accepte cet appel. En 7 jours, tu peux ressentir dans ta peau et dans ton cœur la différence de vivre comme quelqu'un qui ne fuit pas l'inconfort,
mais qui l'utilise comme un outil de croissance. Pratique 4. Renforce ton corps, renforce ton esprit. Cela peut ne pas sembler être de la philosophie, mais traiter le corps avec rigueur a tout à voir avec la vie que tu veux construire. Quand tu négliges ton corps, tu vis fatigué, sans énergie, dépendant du hasard. Un esprit fragile naît presque toujours d'un corps affaibli. Les stoïciens le savaient. Ils couraient, combattaient, portèrent des charges, supportèrent le froid. C'étaient des hommes qui vivaient en mouvement. La phrase « un esprit sain dans un corps sain » prend ici tout son sens. Pour eux, force mentale et physique allèrent de pair. Aujourd'hui, beaucoup de gens se fixent comme objectif de conquérir le corps de leurs rêves ou de se sentir plus fort. Mais quand nous pensons aux philosophes, nous n'imaginons presque jamais des athlètes ou des guerriers. L'image commune est celle de quelqu'un de sédentaire, voûté, hors de forme. Pourtant, les philosophes de l'Antiquité étaient tout le contraire. Socrate était soldat, Cléante fut boxeur, Marc Aurèle chassait et combattait, et Sénèque plongeait dans les eaux glacées du Tibre. Ce n'était pas de la vanité, c'était un entraînement de l'esprit. Sénèque disait « Nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il ne devienne pas désobéissant à l'esprit. » Cette phrase porte une vérité intemporelle. Quand le corps se rebelle, l'esprit s'affaiblit. Quand le corps est entraîné, l'esprit gagne en discipline. Le corps est comme une armure qui protège l'esprit. Si tu le négliges, tu deviens fragile. Mais quand tu choisis l'effort physique, une course, un entraînement, même une simple marche, tu entraînes cette voix intérieure qui dit « Je peux, je tiens mes promesses. Mon esprit gouverne mon corps. » Ton corps ne veut presque jamais bouger. Il réclame du repos, invente des excuses, essaie de te convaincre que demain sera mieux. Mais chaque fois que tu te lèves et fais ce qu'il faut, tu ne gagnes pas seulement des muscles. Tu gagnes en clarté, en discipline et en maîtrise de toi. Voilà le véritable pouvoir de l'effort physique. Il t'enseigne que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Il transforme la fatigue en énergie, le doute en confiance, la peur en force. C'est pourquoi voici le défi. Durant les 7 prochains jours, impose à ton corps un mouvement. Il peut être le plus simple ou le plus difficile, peu importe. L'essentiel est que tu l'honores comme un pacte avec toi-même. Chaque fois que tu romps l'inertie et que tu bouges, tu renforces aussi ton esprit. Et à chaque pas dans cette pratique, tu construis non seulement des muscles, mais aussi une âme résiliente, inébranlable et prête à affronter n'importe quelle bataille. Pratique 5. Brise les chaînes des vices et retrouve ta liberté. Sénèque, avec sa sagesse stoïcienne, nous défie avec une réflexion puissante. Il dit « Montre-moi un homme qui ne soit pas esclave ». Il observait que même les maîtres d'esclaves portaient leurs propres chaînes, comme la responsabilité écrasante de maintenir des propriétés et des vies sous leur domination. Pour Sénèque, la véritable servitude n'était pas physique, mais mentale. Il disait « L'un est esclave du sexe, un autre de l'argent, un autre de l'ambition. Nous sommes tous esclaves d'une certaine manière, que ce soit de l'espérance ou de la peur. Le chemin vers la liberté, selon lui, commence par la reconnaissance de ces chaînes invisibles. Et lorsque nous nous libérons de l'esclavage de l'ignorance, des vices qui contrôlent notre esprit, deviens conscient du pouvoir que certaines choses exercent sur toi. Cela peut être le café dont tu as l'impression de ne pas pouvoir te passer, les cigarettes dont tu as besoin, regarder ton téléphone à chaque instant, l'obsession des jeux de hasard, en croyant qu'un jour tu gagneras beaucoup d'argent. Tout ce qui domine ton esprit et tes actions a plus de pouvoir sur toi que toi sur toi-même. Si tu n'arrives pas à rester sans faire quelque chose, alors cette chose te contrôle. Et voici le point le plus important. Ce n'est pas l'habitude en elle-même qui te définit, mais la dépendance qu'elle crée. Cette soif, ce désir incessant, est ce qui doit être remis en question. Certains vices peuvent être éliminés complètement. D'autres reviennent sous de nouvelles formes. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a remplacé une dépendance par une autre et qui a cessé d'être esclave de l'une pour se livrer à l'autre. Pour les stoïciens, c'est ce besoin, ce manque de liberté à s'abstenir qui génère la souffrance. Tant que tu resteras dans les griffes d'un vice, tu ne pourras pas atteindre la grandeur. Quelle que soit l'habitude, même si elle est socialement acceptable, elle ne peut pas gouverner ta vie. Cette année, engage-toi vraiment à cesser d'être esclave de ce qui t'emprisonne. Commence dès maintenant. Ta liberté et ta grandeur en dépendent. Pratique 6.
raisonne avant de ressentir. Celui qui n'apprend pas à contrôler ses émotions devient vulnérable. C'est comme un navire sans gouvernail, à la merci des vagues de la mer et des vents étrangers. Et le danger est encore plus grand. Des personnes qui savent manipuler les émotions peuvent diriger ta vie sans que tu t'en rendes compte. Les décisions impulsives sont des semences de récoltes amères. La chaleur de l'émotion peut sembler irrésistible sur le moment, mais elle laisse presque toujours des traces de regret. Pense à la situation suivante. Tu as un grand ami et l'occasion d'ouvrir une entreprise avec lui se présente. Il est naturel de ressentir de l'enthousiasme. Mais si la décision vient uniquement de ce sentiment, tu peux ignorer des facteurs essentiels. L'expérience, la vision du travail, la capacité à gérer les conflits. Le résultat, une amitié fragilisée et un projet échoué. On nous apprend à faire confiance aux émotions comme à une boussole, mais le stoïcisme nous rappelle, la réalité doit être vue avec clarté, sans les lentilles brouillées de l'impulsion. Questionner nos sentiments ne signifie pas les étouffer, mais les équilibrer avec la raison. Et cela ouvre un espace de liberté intérieure. La plupart des publicités ne vendent pas des produits, elles vendent une émotion, statut, appartenance, plaisir immédiat. Et nous, souvent, nous achetons sans même savoir expliquer pourquoi. Ce même mécanisme agit dans des choix bien plus importants. Relations, carrière, santé. Imagine une femme endettée qui voit une promotion sur le sac de ses rêves. L'impulsion crie « c'est maintenant ou jamais ». La raison murmure « ce n'est pas le moment ». Si elle cède à l'émotion, elle s'enfonce encore davantage. Si elle écoute la raison, elle plante la semence d'un avenir plus stable. Pense à celui qui, pris par la colère, répond immédiatement à un message et détruit une relation, ou à celui qui, dominé par l'euphorie, dit oui à tout et ensuite se noie dans des engagements qu'il ne peut pas tenir. L'émotion lâchée, sans filtre, nous conduit à l'erreur. Voilà l'invitation. Mets un filtre rationnel dans tes choix. Il ne s'agit pas d'éliminer le cœur, mais de lui donner une compagnie, l'esprit clair. Quand la raison et l'émotion avancent ensemble, tes décisions ne sont pas des réactions aveugles, mais des choix conscients. Voici ton défi pratique. Durant les 7 prochains jours, avant toute décision importante, accorde-toi un temps de pause. Demande-toi, si je n'étais pas envahi par l'émotion, ferais-je encore ce choix? Écris la réponse. Cette habitude simple peut éviter des chutes profondes et ouvrir un espace pour des décisions qui construisent et non qui détruisent ton avenir. Souviens-toi, l'émotion est le feu qui fait avancer, mais la raison est la main qui tient la torche. Seuls, l'un comme l'autre aveugle. Ensemble, ils éclairent le chemin. Pratique 7. Construis ta valeur intérieure. Rien n'est plus fragile que de dépendre de l'admiration des autres. Si ta valeur naît des applaudissements extérieurs, tu vivras toujours comme un esclave. Aujourd'hui célébré, demain oublié. Sénèque nous avait déjà avertis. Celui qui cherche l'approbation d'autrui place son bonheur entre les mains des autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous laissons les éloges ou les critiques définir qui nous sommes. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à croire que nous n'avons de valeur que lorsque nous plaisons. Quand l'enfant est félicité uniquement pour sa note, il apprend à se voir à travers son bulletin. Quand l'adulte reçoit des applaudissements au travail, il a l'impression que c'est seulement à ce moment-là qu'il est digne. C'est la prison invisible qui nous accompagne. Mesurer sa propre vie avec la règle des autres. Mais le stoïcisme nous invite à briser cette illusion. Il nous rappelle que la véritable authenticité ne vient pas de la condition sociale, de l'apparence ou de ce que nous pouvons offrir, mais de la conscience ferme de qui nous sommes réellement. Les opinions changent comme le vent. Un jour tu es exalté, le lendemain tu es critiqué. C'est là que la métaphore prend tout son sens. Pense à une statue exposée sur une place publique. Un jour, elle reçoit des fleurs à ses pieds. Le lendemain, elle est la cible d'insultes et de mépris. Mais la pierre demeure la même. Ainsi dois-tu être, ferme, solide, avec une valeur qui naît de l'intérieur, non de l'oscillation des voies extérieures. Construis ton mérite par ce que tu fais, par le caractère que tu montres chaque jour, par l'effort que personne ne voit. Le vrai bonheur surgit lorsque tes actions sont alignées à ta nature la plus authentique, lorsque tu fais ce que tu considères juste, même si personne ne te regarde. Ne laisse pas l'opinion d'autrui dicter ta valeur. Le monde oscillera, les gens changeront, mais toi, tu dois être le rocher qui demeure.
Et je te propose un geste symbolique. Écris dans les commentaires « Ma valeur vient de moi », car à partir de ce moment, tu cesses d'être l'otage des voix extérieures et tu commences à construire la forteresse que personne ne peut abattre, la confiance en toi. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui tente constamment de faire de toi autre chose est la plus grande des victoires. Pratique 8. Abandonner l'illusion de la perfection. Avancer un pas après l'autre. La recherche de la perfection peut être un piège mortel pour le progrès. Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, en fit l'expérience de manière douloureuse durant l'hiver de 1931. Après des mois consacrés à une série de danses, elle sentait que son travail n'était pas à la hauteur de sa réputation. Malgré les éloges de ses danseurs et de ses amis, elle ne voyait que les défauts. La frustration était si grande qu'elle en vint à croire que tout l'hiver avait été gaspillé. « J'ai détruit mon année », se lamentait-elle. Ce perfectionnisme étouffant est un destin courant pour les personnes talentueuses. Leurs standards élevés, qui les aident à atteindre l'excellence, peuvent se transformer en prison créative. Comme Winston Churchill l'a dit, le perfectionnisme n'est qu'une autre forme de paralysie. Nous restons coincés dans une résistance qui, au fond, est de la peur. Peur d'échouer, de ne pas être assez bon, d'affronter la vulnérabilité d'exposer notre travail et d'être jugé. Les stoïciens comprenaient bien ce combat. Ils ne prônaient pas le perfectionnisme, mais le progrès. Pour eux, l'excellence venait de l'effort constant pour s'améliorer, un jour après l'autre. Épictète, dans l'un de ses enseignements, disait « Est-il possible d'éviter les erreurs? Non, mais il est possible de travailler à les minimiser. » Cette approche nous rappelle que l'objectif n'est pas d'être irréprochable, mais de croître continuellement. Le perfectionnisme n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de la dévotion ni de l'excellence, il peut être narcissique, une manière d'éviter l'inconfort de terminer et le risque de l'exposition. Cependant, un travail n'est complet que lorsqu'il est livré. Avancer exige le courage d'accepter nos imperfections, de reconnaître nos limites et, malgré tout, de continuer à avancer. Accepter que nous ne serons jamais parfaits est libérateur. Cela signifie embrasser le progrès plutôt que la paralysie, l'apprentissage plutôt que la stagnation. Cela signifie avoir le courage de livrer un travail, de commencer quelque chose et de l'achever. Après tout, grandir n'est pas atteindre l'idéal, mais avancer continuellement dans sa direction. Pratique 9. Pratique le pardon sans cesse. Le pardon est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Garder de la rancune, c'est comme porter une pierre dans la poche. Au début, cela semble supportable, mais avec le temps, le poids devient insupportable. La douleur d'une trahison, d'une injustice ou d'une parole cruelle peut être immense, mais il existe quelque chose d'encore pire. Revivre cette douleur chaque jour en s'y accrochant. Chaque souvenir amer est une blessure que tu rouvres toi-même. C'est comme arracher la croûte d'une cicatrice encore en train de guérir, obligeant l'âme à saigner de nouveau, même lorsque le corps pourrait déjà être guéri. Épictète nous rappelle que le vrai bonheur ne naît que lorsque nous lâchons ce que nous ne pouvons pas contrôler. La rancune, c'est exactement cela. Une prison que tu construis, puis que tu choisis d'habiter. Pardonner, ce n'est pas justifier l'erreur de l'autre. Ce n'est pas effacer la mémoire ou faire semblant que rien ne s'est passé. C'est simplement refuser d'être esclave du passé. C'est choisir de ne pas donner aux mains d'une autre personne le pouvoir de contrôler ta paix. Et il existe une prison encore plus cruelle. Attendre des excuses. Croire que tu ne pourras avancer que lorsque l'autre reconnaîtra la douleur qu'il a causée. Cela est hors de ton contrôle, et plus tu attends, plus tu restes attaché au ressentiment et à l'amertume. Le seul chemin véritable est le pardon, car il ne dépend de personne d'autre que de toi. C'est lui qui préserve tes plus grands sentiments, la paix, ta générosité, ta dignité et ta beauté intérieure. Pense au pardon comme à lâcher une corde que tu tiens serrée depuis longtemps. Plus tu la tiens, plus tes mains te font mal, mais au moment où tu la lâches, la douleur cesse et la légèreté revient. Voilà pourquoi, voici un défi pour toi. Dans les 3 prochains jours, choisis une rancune qui habite encore ton esprit. Elle peut être petite ou grande, écris sur une feuille la situation et la personne impliquée. Puis, lis à voix haute. Je choisis de me libérer de ce poids. Garde la feuille ou déchire-la, mais surtout, laisse la corde tomber de tes mains. N'attends rien de l'autre. La libération commence en toi.
car le pardon n'est pas une faveur à l'autre, c'est la clé qui ouvre ta propre cellule. Pratique 10. Tout commence par une attitude différente. Tu dois changer ton esprit, non pas de lieu, car tes faiblesses t'accompagneront partout où tu iras. Sénèque. Cette phrase de Sénèque porte une leçon puissante. Bien souvent, nous croyons que nos problèmes se trouvent à l'extérieur, dans l'environnement, dans les personnes ou dans les circonstances. Mais la véritable racine des défis se cache dans quelque chose que nous portons avec nous, notre esprit et nos attitudes. Pense à une situation concrète. Quelqu'un décide de déménager en espérant que la nouvelle adresse apportera plus de paix, d'ordre et de bonheur. Mais après le déménagement, le chaos et le désordre demeurent. Pourquoi? Parce qu'avec les cartons, la personne a aussi emporté les mêmes habitudes qu'avant. Il est facile de tomber dans l'illusion qu'en changeant les circonstances extérieures, nous allons résoudre tous nos problèmes. Mais comme nous le rappelle Sénèque, l'erreur ne vient pas des circonstances, mais de l'esprit lui-même. La maladie suit le malade. Si tu veux des changements réels, il ne sert à rien de changer d'environnement sans transformer d'abord ce qui est en toi. C'est comme changer le décor d'un film sans modifier le scénario. La fuite peut sembler une solution temporaire, mais elle ne résout pas les conflits intérieurs. Sénèque nous provoque avec une autre phrase marquante. Si tu veux échapper à tes problèmes, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu dois devenir une autre personne. Cela ne signifie pas abandonner ton essence, mais reformuler ton état d'esprit et tes attitudes. C'est une invitation au courage, à regarder en soi et à affronter ce qui doit être ajusté. Admettre que le problème peut venir de nous est inconfortable. Il est plus facile d'accuser le travail, la famille ou les circonstances extérieures. Mais reconnaître cela est aussi libérateur, parce que cela nous rend le pouvoir. Autrement dit, si nous faisons partie du problème, nous pouvons aussi faire partie de la solution. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la responsabilité que nous prenons pour nos vies. Cela exige une action consciente, revoir nos habitudes, défier nos croyances limitantes et développer la résilience nécessaire pour grandir. Agir signifie affronter les changements de face, même si cela apporte de l'inconfort. C'est accepter que le progrès naît de petits pas constants. Fuir, au contraire, c'est se cacher derrière des distractions comme les réseaux sociaux, le travail excessif ou d'autres échappatoires qui ne font que repousser l'inévitable, la nécessité de nous confronter à nous-mêmes. Sénèque croyait que le bonheur et la paix intérieure ne viennent pas d'un lieu, ni de circonstances extérieures, mais du courage d'affronter nos peurs et de grandir. Fuir peut sembler plus facile au début, mais le véritable voyage commence lorsque nous choisissons de transformer notre intérieur. Ainsi, au lieu de chercher de nouveaux chemins pour t'échapper, concentre-toi sur la construction d'un état d'esprit résilient et engagé dans la croissance. Comme le stoïcisme nous l'enseigne, le changement ne réside pas dans le monde qui nous entoure, mais dans la manière dont nous choisissons d'y faire face. Souviens-toi, la clé d'une vie plus épanouie se trouve toujours en toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.